De notre leader, Gérard Deltel, nous avons étudié le rapport du comité sur les conditions de travail des députés. Ce rapport a été déposé vendredi dernier. On a rencontré l'équipe formée qui était présidée par Mme Claire L'Heureux-Dubé. On a eu 2 discussions au caucus la semaine dernière et hier. Et ce matin, je veux faire connaître la position de la Coalition Avenir Québec sur la rémunération des députés. D'abord, je pense qu'il faut le dire, les finances du Québec sont dans un mauvais état. Donc, le gouvernement nous a annoncé la semaine dernière qu'il prévoit un déficit cette année et l'année prochaine. Nous croyons que dans un tel contexte, il serait inapproprié d'augmenter le salaire des députés tant qu'on n'aura pas atteint l'équilibre budgétaire. Donc, on croit que les députés doivent donner l'exemple. On va, au cours des 2 prochaines années, demander des sacrifices, des efforts à tous. Donc, on pense que les élus doivent donner l'exemple parce que c'est primordial de revenir à l'équilibre budgétaire puis de cesser l'endettement. C'est une question d'équité entre les générations. Cependant, nous croyons qu'il faut abolir dès maintenant les primes de transition. On pense que c'est dénoncé continuellement par la population. Ça nuit à la crédibilité des députés. Donc, ces primes devraient être abolies dès maintenant. Maintenant, quant au régime de retraite, comme vous le savez, la Coalition Avenir Québec demande, entre autres, aux municipalités de revoir la participation des employés pour qu'elle soit augmentée à 50 % dans tous les cas, donc un partage égal employé-employeur. Comme vous le savez, actuellement, la contribution de l'employé pour les députés est seulement à 21 %. Le comité propose de l'augmenter à 41 %. On pense que c'est insuffisant. On pense qu'encore là, les députés devraient donner l'exemple et il devrait y avoir un partage 50-50 employés-employeurs sur les régimes de retraite. Donc, je vous résume nos 3 propositions. Pas d'augmentation de salaire tant qu'on n'a pas atteint l'équilibre budgétaire. Abolition immédiate des primes de transition et augmentation de la participation de l'employé au régime de retraite à 50 %. On pense que les Québécois vont être d'accord avec cette approche-là. C'est vrai que les députés travaillent fort. C'est vrai qu'ils mériteraient une augmentation de salaire comme beaucoup d'autres travailleurs, mais les députés doivent donner l'exemple dans un contexte de déficit pour les 2 prochaines années et donc ils doivent aussi participer à l'effort pour rétablir l'équilibre budgétaire. Vous annoncez nul, M. Legault. Est-ce que dans le rapport, on indique clairement que toutes ces mesures-là se feraient à coût nul ou pratiquement nul? Est-ce que vous estimez que les calculs sont mauvais? Non. Premièrement, je pense qu'il y a un écart de 700 ou 800 000 $. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a une question aussi de perception. Vous l'avez vu comme moi. Depuis une semaine, tout ce qu'on parle, c'est une augmentation de 88 000 $ par année à 136 000 $ par année. Je comprends qu'on avait en plus les primes de transition puis les régimes de retraite, mais il reste que quand même, je vois pas comment actuellement, dans le contexte budgétaire, on peut augmenter la partie salariale, même si on diminue d'autres avantages à d'autres endroits. L'allocation en salaire, au lieu de l'allocation en salaire, si on l'augmente de, je me souviens plus des chiffres exacts, de quelque chose comme 16 à 30 000, mais que ce soit imposable. Bref, à coût nul, mais plus de transparence. Est-ce que vous êtes C'est une discussion qu'on pourra avoir lorsqu'on aura atteint l'équilibre budgétaire, mais actuellement, de toucher au salaire des députés, on ne pense pas que c'est une bonne idée. Est-ce que vous souhaitez qu'il y ait une révision du régime de retraite avant l'atteinte du déficit zéro? Ou ça va Parce que dès qu'il y a un accord avec les 2 autres parties, il devrait y avoir une révision du régime de retraite. Oui. En théorie, elle pourrait intervenir, cette révision, à la baisse du régime de retraite avant les augmentations, entre guillemets, de salaire? Oui. Donc, ça veut dire essentiellement une baisse de rémunération des députés puisqu'ils contribueraient davantage à leur... Écoutez, on pense là, on ne peut pas d'un côté, si on veut être cohérent, demander aux employés des municipalités de rétablir leur contribution à 50-50 avec l'employeur, puis de ne pas donner l'exemple de notre côté.
Donc, on pense que ça devrait être rétabli à 50-50 aussi pour les députés. Pour les primes de départ pour les députés qui quittent avant la fin de leur mandat, je comprends que vous voulez qu'on les abolisse tout de suite. Oui. Où en est justement le projet de loi de M. Drainville? Il faut demander ça à M. Drainville, mais nous, on a toujours été d'accord avec cette position-là. Qu'il soit rappelé, parce qu'on en parle. Oui, vas-y. C'est notre projet de loi 390 qui prévoit ça aussi. On a été les premiers à initier cette démarche-là avec le projet de loi 390 qui enchâssait dans le projet de loi la création d'un comité qui a été fait avec le rapport qu'on connaît. Alors, on sait que le gouvernement l'a rappelé il y a quelques semaines. Puis là, finalement, M. Drainville est plus occupé avec les chicanes de la charte que de vouloir s'occuper de la question des primes de transition. Nous, c'est clair, on veut l'abolition pure et nette. Et ça peut être décidé promptement. À l'origine, c'était pour les députés, les nouveaux députés. C'est-à-dire, à l'origine, les députés en exercice ne perdaient pas leur... c'est toujours ça, votre position. Nous avons évolué là-dessus. J'ai eu l'occasion déjà de le dire à plusieurs reprises à la suite des questions qui m'avaient été posées là-dessus, que nous, ça s'applique immédiatement. De toute façon, les députés de la coalition sont là jusqu'à la prochaine élection. Donc, il n'y a pas de... Monsieur Legault, au-delà de la perception, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un député fasse, dans certains cas, moitié moins qu'un sous-ministre, que la première ministre fasse moins que les hauts fonctionnaires en fait d'argent? Au-delà de la perception, vous trouvez ça normal, vous, ça? Je pense que les députés, au niveau salarial, mériteraient plus, comme plusieurs employés dans d'autres domaines, mais c'est pas le bon moment. Ça serait envoyer un mauvais signal au moment où on va demander à toute la population de faire des efforts pour atteindre l'équilibre budgétaire. C'est pas le bon moment. Lorsqu'on aura atteint l'équilibre budgétaire, on est ouvert à une augmentation salariale. Mais donnons-nous un incitatif incluant aux députés de retrouver d'abord l'équilibre budgétaire. Dans le rapport, Madame la juge, l'ex-juge stipulait, nous l'a dit clairement, les jeunes nous le disent, ils ne veulent plus se lancer là-dedans, les conditions ne sont pas avantageuses. Vous devez l'avoir vu, vous tentez de faire du recrutement. Combien de gens dans le monde des affaires vous disent, oui, ça me tente à 100 000 $ par année de me faire courir après par des journalistes, d'être pris 12 heures par jour à l'Assemblée nationale? Dites-moi franchement que les gens vous disent, là, les conditions m'intéressent. C'est vrai que dans la balance des inconvénients, il n'y en a pas seulement d'un côté, mais je pense qu'actuellement, ce serait un très mauvais signal d'augmenter les salaires des députés. Est-ce que demain matin, si on les augmentait, ça pourrait aider le recrutement? En partie. Il y a d'autres contraintes aussi. On pourrait parler des journalistes. Il y a plein d'autres contraintes quand on se lance en politique. Donc, vous admettez quand même que ça nuit au recrutement, le salaire actuel. Il y a des gens qui vous parlent de ça. Bien, écoutez, moi, quand j'étais en affaires, là, je faisais pas mal plus d'argent que j'en fais actuellement, ça, c'est certain. Donc, ça peut nuire, effectivement, au recrutement. Mais encore une fois, je pense que dans la balance des inconvénients, actuellement, c'est inapproprié, dans un contexte où on annonce un déficit cette année et l'année prochaine, d'augmenter le salaire des députés. Justement, ce sujet-là, que pensez-vous du PDG de la nouvelle Société québécoise des infrastructures qui va toucher 307 000 $. Ça vient de la fusion de la SIC et d'Infrastructure Québec. On lui a augmenté son salaire 2 fois cette année. Que pensez-vous de ça? Bien, encore une fois, là, puis on pourrait dire la même chose de M. Boisclair, c'est quand on donne une responsabilité à quelqu'un, là, puis regardez dans le rapport de Mme L'Heureux-Dubé, il y a des firmes qui existent comme E qui font une notation qui évalue combien vaut un emploi. Je pense que dans tous les cas, que ce soit à l'Agence des transports, que ce soit pour l'emploi de M. Boisclair, il devrait y avoir une évaluation de combien ça vaut cet emploi-là, combien ça vaut les responsabilités qu'on donne à un individu. C'est sur cette base-là qu'on devrait établir le salaire. Donc, ces questions-là, il faut les poser à Mme Marois, puis elle doit nous donner un petit peu plus d'indications parce que c'est difficile, sans trop connaître le détail là, des responsabilités, de donner une réponse exacte à votre question. Comment se fait-il qu'on peut atteindre un tel salaire? C'est plus que le plus haut fonctionnaire de l'État, c'est plus que le sous-ministre des Finances. Puis en tout cas, selon moi, c'est peut-être un petit peu moins important que le ministère des Finances. Là. Comment... D'abord, là, vous savez qu'on est contre l'Agence des transports. C'est un peu une façon pour le Parti québécois de se laver les mains puis de donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Ils ont tellement peur de l'ingérence politique qui donne la responsabilité à quelqu'un d'indépendant, mais en faisant ça, ils perdent le contrôle. Maintenant, est-ce que ça prend un ingénieur qualifié pour gérer, comme sous-ministre, disons, le ministère des Transports?
Moi, je pense que oui. Là, peut-être que ça serait justifié de payer un bon salaire pour avoir quelqu'un qui est capable de voir quand il y a de la collusion, puis que les prix sont soufflés de 20 ou 30 %. Mais donc, moi, j'ai rien contre de payer selon la compétence des individus. Mais dans le cas de l'agence, c'est difficile de répondre à votre question. On est contre l'agence. On pense que c'est pas une bonne idée. C'est pas l'agence, c'est la Société de québécoise des infrastructures. C'est une nouvelle société qui vient de naître. Oui. Mais écoutez, dans la nouvelle société, là, il faut voir la responsabilité de ces personnes-là. Vous pensez quoi de la proposition sur les régimes de retraite déposée hier, présentée hier par M. Couillard? Bien, vous voyez là, que M. Couillard, il est vraiment à la remorque de la CAQ. Hein? Une semaine en retard, il a donné son opinion sur le prix du livre. Là, quelques mois après la CAQ, il donne son opinion sur les régimes de retraite. Il a dû sentir la soupe chaude. Par contre, sa proposition ne tient pas la route concernant l'arbitrage. C'est l'arbitrage dans les municipalités qui nous a amenés au problème actuel. À chaque fois qu'il y a un arbitrage, l'arbitre s'enligne sur la municipalité qui a les conditions de travail les plus élevées. On se retrouve aujourd'hui avec des employés municipaux qui gagnent 30 % plus cher que les mêmes emplois au gouvernement du Québec, puis un déficit de régime de retraite de 4-5 milliards. Donc, de dire on va encore utiliser l'arbitrage, c'est pas la bonne solution. Faisons confiance aux élus. Je pense que c'est ce que M. Labaume souhaite, entre autres aussi. Sur la charte, la position de Mme Marois en 1998 sur le port de signes religieux dans le secteur de l'éducation était très différente d'aujourd'hui. Vous souvenez-vous justement de ce que pensait Mme Marois à l'époque? Je me souviens pas, mais plus on fouille le dossier de la charte, que ce soit les anciens chefs du PQ, incluant, j'allais dire M. Duceppe, il n'est pas encore chef du PQ, mais incluant les universités, incluant Mme Marois 1.0, on voit que un petit peu partout, les gens se disent que la modération a bien meilleur goût. Puis de plus en plus de personnes là, convergent vers la position de la Coalition Avenir Québec sur la Charte. Êtes-vous d'accord maintenant? Êtes-vous toujours disposé à élargir là, au niveau de l'éducation? Parce que vous disiez que vous étiez prêt à faire des pas en ce qui concerne l'éducation. Ce que j'ai dit, c'est que dans la partie éducation, on est prêt à discuter avec le Parti québécois si et seulement si le Parti québécois est aussi d'accord à faire des compromis pour être capable d'avoir une charte qui soit signée. Donc, là-dessus, notre position n'a pas changé. Notre position n'a pas changé, mais on veut d'abord une ouverture du Parti québécois, qu'on arrête de faire de la petite politique puis de pelleter le dossier par en avant pour le garder en vie jusqu'à la prochaine campagne électorale. So what do you make of Mr. Boisclair's salary? What do you make of this situation? I think that there should be and there must be an evaluation of his responsibilities, and we should evaluate how much he should earn. And those questions should be asked to Mrs. Marois. But right now, if it's true that he's getting exactly the same responsibilities that the other guy before had for $90,000, there's a problem. And the PQ had said that originally that the conditions of his salary fell along the lines of the previous person that held that position. Was that an accurate? I think that it should be in line with the responsibilities that we're giving to him. And that's why these questions should be asked to Mrs. Marois. What do you make of Madame Marois' position on the charter? Do you see it as being different from what it was in 1998? I think the more we hear about the charter, the more we see that the best position is the position of the coalition. Even Mrs. Marois 1.0, she was in agreement with the coalition. So I think we should be clear on that, not make politics small politics, but find a solution to a real problem. But we have to concentrate on other issues also. She said in 1998, she said that it was essential, imperative that religious signs be worn in schools. Now, how do you explain that her position has changed so radically? I think that right now Mrs. Marois is listening too much to Jean-François Lisée and to the people doing some political strategy instead of good sense and trying to put everybody together in the same society.
Do you think that her change of position is a result of a change of heart, or is it something else? I think it's a strategy. That's it. That's all. And I think that I was there also. So unfortunately, I cannot say what I heard at the caucus, but I'm not surprised to see this evolution. Merci.